raison de vulnérabilité, dépendance, infection, précarité, rejet social. Tous ces facteurs individuels sont à l'origine justement de cette épidémie au sein de cette population. Il y a aussi des facteurs structurels qui contribuent justement à cette surreprésentation, c'est la stigmatisation, c'est la criminalisation de l'usage de drogue et des pressions sécuritaires sur le matériel de RDR serein. Tout à l'heure, il avait parlé, j'ai bien aimé la phrase quand il a dit illicite ou illicite, ce n'est pas notre problème. Nous, on est des médecins, nous avons un objectif d'arrêter cette transmission et couverture insuffisante en programme de réduction, mais surtout la non-adaptation de la prise en charge face aux besoins. Traitement addiction, infection multiple, pathologie associée, endocardite, infection cutanée, troubles psychiatriques. Là, on a un gros problème parce que depuis tout à l'heure, on ne cesse de dire que la prise en charge d'un addict doit être multidimensionnelle et c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est plus l'affaire que de l'addictologue, c'est l'affaire de l'infectiologue, du cardiologue, c'est l'affaire de tout le monde. Et parce qu'il peut, du dermato, c'est très compliqué. Alors, les hépatites parmi les usagers de drogue restent un moteur de l'épidémie mondiale. J'avais dit que c'était tout à l'heure. Donc, en Algérie, un foyer actif et menaçant. Et alors, donc si je parle des hépatites, maintenant on va rentrer dans le... Donc, les hépatites, il y a c'est les hépatites, mais il y a aussi les réinfections. Parce qu'actuellement, on guérit de l'hépatite C. Donc, si on teste, on traite et il est guéri. Mais le gros problème, c'est qu'on le dépiste et s'il ne bénéficie pas d'un programme de réduction de risque, il va revenir vers l'injection. Et donc, nous, on a des rechutes par rapport, c'est-à-dire on le traite pour hépatite C et il revient avec une autre hépatite C. Donc, le taux de réinfection au niveau de l'OMS, c'est 2 à 11% selon exposition et accès à la réduction de risque. Et nous, en Algérie, on est en rupture de stock. Parce qu'en fait, dans le programme de réduction de risque, il y avait une distribution de seringues. C'est-à-dire, au lieu qu'il partage sa seringue, il avait sa propre seringue. Et depuis 3 mois, il y a une rupture justement de ce programme qui fait qu'il y a une augmentation de ces maladies virales. Alors, la recontamination par le VHC est très importante s'il y a... Alors, non seulement il fait un épisode d'hépatite C, il est dépisté, il est traité, mais le problème, c'est les rechutes à chaque fois. Et il y a un petit travail qui a été fait au niveau de l'EHS Oxfam. C'est une cohorte qui a été faite entre 2021 et 2024 au niveau de l'Oxfam, suivi des patients traités par les antiviraux directs pour hépatite C, avec une PCR régulière et collecte de données comportementales. 368 patients ont été suivis après une réponse virale soutenue, c'est-à-dire guérie. Mais 17 réinfections, dont le suivi, 100% des cas chez les usagers de drogue. Et les facteurs associés, c'est le partage d'aiguilles, matériel d'injection non stérile, injection fréquente, faible accès aux services de soins d'antictologie et de réduction des risques. Il faut savoir aussi, nous avons beaucoup d'usagers de drogue qui sont en liste d'attente. Je ne sais pas, professeur Moussouedi, vous savez. Les listes d'attente, c'est ça qui fait c'est la grosse problématique. Et donc les transmissions virales, nous avons l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH. Donc, prise en charge de l'hépatite B, il y a une valeur surajoutée. On a une nouvelle molécule qui a été introduite pour le traitement de la prise en charge. C'est le télofoviralafenamide. Il représente une évolution importante. C'est-à-dire que nous, on a tous les moyens. Il faut qu'on s'y mette, c'est tout. Une évolution importante du traitement de l'hépatite B et l'antiviral qui est safe pour des profils complexes. Alors, il faut savoir aussi que sur le plan traitement de l'usager de drogue intraveineuse, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que s'il fait une infection VIH, il est polymédiqué, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'il prend, et il y a des interactions médicamenteuses qui compliquent encore le traitement. Là, pour l'hépatite B, nous avons le télofoviralafenamide qui représente une évolution. Il conserve l'efficacité virologique élevée du télophobir. Donc, on avait un ancien qui était DDF, et il réduit significativement sa toxicité systématique. Sa valeur ajoutée repose sur plusieurs points clés. Il a la même efficacité, il a une meilleure tolérance, vous voyez la toxicité rénale, elle est moindre. Donc on est en train d'innover des nouvelles molécules pour justement améliorer la prise en charge thérapeutique de cette population. Impact osseux réduit, adapté aux patients fragiles ou comorbides et moins de restrictions liées à la fonction rénale. Donc si vous voulez, avec cette molécule, il est plus facile pour nous de traiter un usager de drogue qui présente une hépatite B. L'hépatite C, l'hépatite C, il y a une révolution par l'invention des antiviraux directs. Alors, testés, traités. Alors, l'avènement de ces antiviraux a transformé complètement la prise en charge. Avant, on n'avait
peur de l'hépatite C. Maintenant, on guérit et c'est un parcours simple, court et extrêmement efficace. Il n'a aucune mesure à prendre parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez avec l'interféron, Pegilé et avec tout ce qu'il y avait comme... Là, les antiviraux directs ont vraiment révolutionné le traitement de l'hépatite C. Les schémas, surtout qu'il est pan-génotypique, on n'a même pas besoin de faire le génotype. Il agit sur tous les génotypes et il permet une prise en charge rapide, un seul comprimé pendant 8 à 12 semaines avec des taux de guérison qui dépassent les 95%. Ils sont disponibles? Oui, c'est disponible. Mais le problème, c'est les... Et ça, c'est l'addictologue, c'est pas le... Et les antiviraux directs sont remarquablement bien tolérés avec très peu d'interactions médicamenteuses et sans nécessité d'une surveillance biologique intensive. Donc, pour vous montrer la complexité de la prise en charge de ces patients. Alors, l'évaluation préthérapeutique est aujourd'hui très allégée. Donc, pour prendre en charge une hépatite C, ce n'est plus aussi difficile qu'avant. On fait une charge virale, un bilan simple, hépatique, et une petite morphologie radiologique. Et la prescription peut être même décentralisée. C'est-à-dire que c'est-à-dire que ça serait bien s'il y a des médecins généralistes qui prennent en charge. C'est très très facile. Sérologie, VIH, charge virale, fibroscan ou Doppler hépatique, et un bilan hépatique, et tout. C'est tout. Et cette simplicité, elle va favoriser un dépistage élargi et un traitement immédiat, puisque maintenant, en matière d'hépatite C, c'est testé et traité. C'est pas comme l'hépatite B, il y a des critères de traitement. Là, dans l'hépatite C, c'est testé. Mais le problème chez les usagers de drogue, c'est là. D'ailleurs, je me suis posé la question, j'avais parlé à M. Chakali, je lui ai dit, monsieur, moi, je le traite, il guérit, et il revient. Et il revient parce qu'il a encore partagé. Je vais le traiter combien de fois, moi, cette hépatite C? 4 fois, 5 fois. Donc voilà. Et c'est ça. C'est tout le monde qui... ça nous a fait une charge de travail comme pas possible, cette épidémie. Alors, prise en charge d'une révolution. Non, pardon. Alors, pourquoi nous avons utilisé le modèle testé et traité dans l'hépatite C? Pourquoi ce modèle? Les usagers présentent un risque élevé de perte de suivi après le dépistage. Ça aussi, il est perdu de vous en avez, il est perdu de vous. Parce que ce n'est pas des patients qui ressemblent à nos patients. Ce n'est pas soft. C'est des patients, il a expliqué tout à l'heure, toutes les troubles cognitifs et toutes les pathologies qu'ils peuvent avoir, qui fait qu'il a des troubles de l'humeur, et parfois il ne revient plus. Et là, les étapes classiques, rendez-vous spécialisé, bilan, retour du patient, entraînent des ruptures dans la cascade de soins, et le délai entre le dépistage et l'initiation du traitement est l'un des principaux freins à l'élimination. Il y aura des d'autres, c'est pour ça tout à l'heure, vous semblez se dire, il faut élaborer un circuit de prise en charge, un couloir vert. Et je voulais faire un plaidoyer pour le professeur Saoudi. Pour moi, les patients qui sont atteints de VIH, je pense que c'est les prioritaires pour les TS. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'en fait, parce qu'il va disséminer, il partage les buts. L'hépatite C, on guérit, mais le VIH, on ne guérit pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors, toujours dans le test 7-8, pour l'hépatite C, donc dépistage rapide, confirmation immédiate. Alors en fait, nous, on est exposé, notre association, comme elle fait le dépistage par les tests rapides, on est confronté, parce qu'on ne peut pas, à la base d'un test rapide, il faut, dans l'algorithme de diagnostic, il faut toujours confirmer, ça aussi, ça pose problème. Il attend la sérologie, il ne revient pas, et ça fait des ruptures de prise en charge. Donc, on peut démarrer le même traitement, le même jour, le plus souvent par un schéma en génotypique. Et les bénéfices, quels sont les bénéfices du test and treat chez les usagers? C'est réduire les pertes de vue. Ça, c'est un gros problème, les pertes de vue. Accès, faciliter le traitement dans les sites de réduction, démarche non stigmatisante et centrée sur le patient, et permet une prise en charge inquiétée, dépistée, traitée, suivie dans le même milieu. Nous, la compréhension de tester et traiter en Algérie, elle est différente que dans l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, ils testent, c'est-à-dire ils viennent le patient, ils le traitent le jour même. Nous, non. On lui demande, va faire. Vous imaginez pour un usager de drogue, on va lui demander de faire... il ne va plus revenir. On va protéiner des 24 heures, on va lui demander toute une panoplie. Et avec les antiviraux directs, l'hépatite C, on a réglé le problème. L'hépatite B, il y a le vaccin. Il y a le vaccin. Je suis venue plaider en faveur du vaccin anti-hépatite B. Puisque l'hépatite C, il y a les antiviraux directs. L'hépatite B, il y a le vaccin. Donc on peut. Et puis, les RDR, c'est-à-dire
la réduction des risques et éviter le partage des glutes. C'est ce qui fait cette augmentation des hépatites, qui est effrayante. Alors voilà, il y a eu un modèle d'élimination de l'hépatite C en Islande, donc entre 2016 et 2022. C'était dans l'objectif d'éliminer un objectif qui était national, et c'était traité dépistage massif, prise en centre d'addicto. Dans les centres d'addicto, ils ont compris. Ils font, avant qu'il soit hospitalisé le patient, ils font la sérologie systématique. Donc traitement immédiat, suivi rapproché par des équipes communautaires, et l'approche one-stop shop. L'approche one-stop shop, ça veut dire que l'idéal pour nous, c'est que cet usager de drogue intraveineuse soit dans un centre où il y a toutes les disciplines. C'est le one-stop shop. Dépistage, traitement, réduction des risques. Et là, il faut une forte collaboration entre santé publique et les associations et l'addictologie. Et les résultats, c'était 90% de personnes diagnostiquées traitées, et il y a une chute rapide de l'incidence avec une réduction majeure de la réinfection. C'est notre objectif. Donc, l'hépatite B et C demeurent des enjeux majeurs de santé publique, particulièrement chez les usagers de drogue. Pourtant, les outils disponibles aujourd'hui permettent de prévenir, contrôler, même éliminer ces infections lorsque les stratégies sont intégrées et centrées sur les besoins réels des populations. Donc, alors, si on résume, les antiviraux directs ont révolutionné la prise en charge de l'hépatite C, qui est devenue très simple et très bien tolérée et efficace, mais malheureusement, chez cette population, il y a le risque de réinfection. L'introduction du TAF pour l'hépatite B améliore la sécurité du traitement, notamment chez les patients fragiles ou polymédiqués. Et les modèles innovants, c'est le test and treat, la micro-élimination, ou bien des approches. Je pense qu'ils sont en train de réfléchir au niveau de la tutelle pour créer un centre qui montre qu'il est possible d'atteindre les personnes les plus exposées, de réduire les pertes de vue et d'améliorer durablement les résultats en santé. L'hépatite C, donc c'est une maladie qui est curable, traitement simple de 8 à 12 semaines, phangénotypique, taux de guérison 95% supérieur. L'hépatite B, c'est ça, et la vaccination. Et les usagers de drogue doivent rester une priorité absolue, parce que ça va nous exploser à la figure, qu'on le veuille ou non. Et tout à l'heure, j'ai bien aimé le professeur Petit quand il a dit il y a des usagers de drogue, ce n'est pas des voyous. Il y a des non-voyous qui sont usagers de drogue intraveineuse. J'en ai eu un moi-même, dans ma famille à qui j'ai confié un autocompte. C'est le frère de ma belle-sœur. Donc ce n'est pas forcément des voyous. Et puis, s'il vous plaît, moi le message aussi, c'est l'estime de soi. Vous imaginez, il est usager de drogue, il est dans un état lamentable et on lui diminue l'estime de soi. Il vient on le stigmatise tout à l'heure, stigmatisation, discrimination. C'est des jeunes, on est obligé de faire avec. Je vous ai dit tout à l'heure que moi-même, je n'ai jamais. Est-ce que dans votre cursus, est-ce qu'on avait des junkies? On n'avait pas des junkies dans les jardins. On n'avait pas. Allez-y au ruisseau, vous allez voir. Ruisseau Babelweb, vous allez voir les junkies. Ils sont moi, je n'ai jamais eu affaire. Quand on était interne, externe, on ne voyait pas ce genre de personnes. Mais non, on n'avait pas. Donc, on est obligé, nous, en tant que médecins généralistes et spécialistes, de